Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui c'est donc le dernier cours. Techniquement, même si bon, je vous le proposerai en fin de séance, on peut se retrouver juste avant, par exemple le lundi, peut-être le lundi soir avant l'examen, voire ou le vendredi. Par Zoom, si vous souhaitez avoir une séance supplémentaire pour que je réponde à vos questions, éventuellement en révisant, etc. On peut organiser ça, mais ce sera la dernière séance de cours, puisque la semaine prochaine, donc on travaillera, on travaillera, vous travaillerez surtout, à vrai dire, pour le deuxième contrôle continu, donc dans cette même salle, dans les mêmes conditions que la dernière fois. Alors, je vais donc aujourd'hui terminer sur les natures de mots et puis vous parler du dernier point, les subordonnées. Alors, pour ce qui concerne la nature des mots et groupes de mots, nous avons commencé à travailler sur le groupe nominal, le nom et le groupe nominal, je ne reviens pas sur le nom. Dans le cas des déterminants, on avait vu l'article, j'avais introduit pour distinguer les expansions des déterminants, les notions de régulation d'extensité et de régulation d'extension, avec cette idée que les expansions, elles servent à réduire l'extension du nom, donc à obtenir un groupe qui est d'une extension plus petite que l'extension du nom de départ, tandis que les déterminants, eux, régulent l'extensité, c'est-à-dire assurent à la fois l'actualisation et une forme d'indication de la quantité à laquelle on réfère, avec cette particularité des déterminants possessifs et démonstratifs qui, eux, font les deux ensemble. Je vous avais expliqué, je n'y reviens pas, le point de vue guillaumien sur le système de l'article, et on avait surtout passé du temps à expliquer le système des partitifs, avec cette idée que dans une première étape, dans une première vision des choses, on a l'impression que le déterminant s'adapte au nom, c'est-à-dire qu'on va utiliser un partitif uniquement avec des noms massifs qui, eux, se caractérisent par opposition aux noms comptables par le fait, d'une part, qu'on ne peut pas les compter et d'autre part, qu'ils peuvent être divisés sans perdre leur identité. Donc on ne peut pas dire comme on ne peut pas dire il y a une boue par terre ou il faut un courage pour faire cela, on utilise le partitif avec les noms massifs comme boue pour les noms massifs concrets et courage pour les noms massifs abstraits, enfin pour les noms abstraits qui sont tous massifs. Et donc l'article partitif dans cette présentation est ce qui sert d'article indéfini pour les noms massifs, puisque l'article défini, lui, il fonctionne avec les deux types de noms. Mais on avait vu qu'il existe une autre vision des choses, selon laquelle, en fait, c'est le déterminant qui donne une certaine vision du référent. C'est-à-dire qu'avec un déterminant de type article partitif, j'obtiens, quel que soit le nom de départ, un groupe nominal qui va être massif. Et de même, avec un article indéfini, quel que soit le nom de départ, j'obtiens un nom comptable. Même si au départ j'ai un nom comme vin ou bière qui a un référent massif, eh bien un vin, une bière, ça donne quelque chose de comptable. On avait vu donc que le possessif comme le démonstratif inclut à la fois une information du genre de celle qui est véhiculée par l'article défini, et puis une autre information supplémentaire, par exemple pour le possessif, donc mon x, c'est le x de moi, donc ce de moi joue le rôle d'une expansion nominale, donc c'est pour cette raison qu'on disait que le possessif, le déterminant possessif, il régule à la fois l'extension et l'extensité. De même, le démonstratif, cet arbre, ça peut être l'arbre que je montre, donc le que je montre est une sorte d'expansion nominale qui réduit aussi l'extension, d'où l'idée que le déterminant démonstratif est lui aussi un déterminant mixte qui à la fois régule l'extension du nom, mais aussi son extensité. On avait parlé rapidement des autres déterminants, alors du déterminant numéral, déterminant indéfini, déterminant interrogatif et exclamatif, je n'y reviens pas, et puis on avait terminé avec ce petit exercice. Alors j'en suis à l'adjectif. Pour l'adjectif, je vais me servir de l'adjectif pour introduire des fonctions qu'on n'a pas vues dans un premier temps parce que
elles sont, disons, plus complexes, soit plus complexes, soit moins, elles sont moins centrales en tout cas que celles qu'on a vues précédemment, donc elles ne se prêtent à une explicitation que dans des niveaux assez avancés. Hein. Alors, l'adjectif, donc, par rapport au nom, il a bien un caractère descriptif. Hein. Vous vous souvenez, on avait dit le nom propre, le nom commun. Le nom propre, il ne décrit rien du tout. Hein. Il n'y a pas l'adjectif, lui, il décrit bien quelque chose. Hein. Il indique des propriétés mais par contre, la différence entre le nom et l'adjectif, c'est que l'adjectif, il a besoin d'un support. Hein. Il n'est pas autonome d'une certaine façon. Quand je dis blanc, c'est forcément quelque chose qui est blanc. Alors que quand je dis voiture, c'est une voiture. Bon. Donc ça donne une propriété au nom et donc du coup s'accorde, hein, l'adjectif s'accorde, ça est bien en genre et en nombre avec le nom. Alors pour ce qui est de ces fonctions, outre la fonction épithète dans le groupe nominal, hein, on peut avoir la fonction, et puis la fonction attribut qu'on a vu aussi, il y a la fonction apposition, donc comme dans ici, cette avocate, virgule, remarquable, virgule, a gagné le procès. Donc la fonction apposition, là, ça a un statut un peu spécial par rapport au groupe nominal. Par simplification, mais c'est une simplification un petit peu abusive, on peut considérer que l'ensemble, depuis cette avocate jusqu'à a gagné, c'est un groupe nominal, hein, qui forme un tout quand même, parce que je pourrais dire « elle a gagné le procès hein. ». Cette avocate, remarquable, a gagné le procès, je pourrais dire « elle a gagné le procès ». Donc, tout l'ensemble, apposition comprise, forme un groupe nominal. Mais, c'est un groupe nominal un peu spécial, qui est en quelque sorte en deux étapes. Parce que remarquable ne peut pas être considéré quand il est en position apposée comme ça, de la même façon que si j'avais cette avocate remarquable. Alors, la nuance, évidemment, là, si je dis cette avocate remarquable ou bien cette avocate remarquable, c'est très, je veux dire, subtil la différence de sens entre les deux. Hein. On sent bien qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence entre cette avocate remarquable a gagné le procès et cette avocate remarquable a gagné le procès? Dans le premier cas, cette avocate remarquable, qu'est-ce que j'ai? J'ai un groupe nominal avec une expansion, j'allais dire normale, c'est-à-dire une réduction de l'extension du nom. J'ai le concept d'avocate, j'ai le concept d'avocate remarquable, ou la catégorie, si vous voulez, avocate remarquable. Donc, il y a deux sortes d'avocates, hein, celles qui sont remarquables, celles qui ne le sont pas. Donc, j'ai un sous-ensemble, donc j'ai une réduction d'extension. D'accord ? Dans ce cas-là, la phrase, au fond, quand je dis « cette avocate remarquable a gagné le procès », je veux dire que son caractère remarquable était acquis d'avance. Elle est remarquable, elle est connue. Hein, pour être remarquable, cette avocate remarquable, eh bien, c'est normal, elle a gagné le procès parce qu'elle est remarquable. C'est normal parce qu'elle fait partie de cette catégorie des avocates remarquables. En revanche, si je dis cette avocate remarquable, là, je ne réduis pas l'extension de avocate. Et remarquable ne la réduit pas non plus. Je dis, si j'avais, imaginez que j'ai un pluriel, ce serait peut-être encore plus visible. Oui, ce serait encore plus visible, mais on verra d'autres exemples avec les relatifs. Mais imaginez que j'ai au pluriel les avocates remarquables ont gagné, les avocates remarquables seront récompensées. Voilà, prenez ça. Les avocates remarquables seront récompensées. Ça veut dire qu'il y a un sous-ensemble d'avocates, celles qui sont remarquables qui vont être récompensées, et celles qui ne sont pas remarquables ne seront pas récompensées. D'accord ? Ça, c'est la réduction de l'extension du nom. Les avocates remarquables seront récompensées. J'ai un sous-ensemble. Hein.
Mais si je dis ces avocates, virgule, remarquables, toutes sont remarquables en fait. Quand je dis que je ne réduis pas l'extension. La position ne réduit jamais l'extension du nom. D'accord? La position ne réduit pas l'extension du nom. Alors ça se voit moins dans un exemple comme celui-ci où on est au singulier, hein, cette avocate, virgule, remarquable. Mais simplement, on pourrait gloser en disant cette avocate qui s'est avérée remarquable en fait dans le procès a gagné le procès. Ce n'est pas une avocate qui était dans la catégorie des avocates remarquables avant. Hein. Bon, voilà, on pourrait gloser comme ça. Simplement, c'est pour vous dire que on ne peut pas vraiment, même si je considère que l'ensemble forme un groupe nominal, je suis obligé de dire qu'il y a un sous-groupe nominal. Il y a d'abord cette avocate, qui est un groupe nominal complet, déterminant plus nom. Et en fait, il y a une espèce d'adjonction à ce groupe nominal. Hein. C'est pour cette raison alors, que j'utilise cette expression de dire que la position, ça n'est pas donc une expansion interne au groupe nominal, mais un apport d'information externe. Ça n'est pas une expansion du GN, mais une expansion au GN. Alors vous voyez, la nuance est subtile. Hein. Ce n'est pas une expansion du groupe nominal, c'est-à-dire ce n'est pas une réduction d'extension à l'intérieur du groupe nominal, mais c'est une expansion au groupe nominal, c'est-à-dire on a un groupe nominal, c'est avocate, et sur ce groupe nominal, on ajoute un truc, on ajoute remarquable. Vous voyez la nuance. Hein. Bon, alors après, il y a des façons plus... En linguistique, on parle de prédication seconde, etc. Il y a des façons plus techniques, bien sûr, et plus précises de caractériser la position. Mais disons que si on veut rattacher une explication de la position à l'appareil conceptuel de la grammaire scolaire, je ne vois pas tellement comment on pourrait faire autrement. Donc, cette fonction à position, on la retrouvera avec les subordonnées relatives tout à l'heure. Donc ça, c'est un premier point. L'adjectif, donc il peut être épithète, attribut ou apposé. Hein, c'est les trois fonctions possibles de l'adjectif. La position, ça concerne aussi les groupes nominaux, les relatives. Par exemple, si je disais cette femme, virgule, une avocate remarquable, virgule, a gagné le procès. Bon. Là, j'ai un groupe nominal, une avocate remarquable, qui est apposée à cette femme. Hein. Donc, je peux avoir un groupe nominal tout entier, un nom, un adjectif, qui est de fonction apposée. Autre petit cas de figure, le complément de l'adjectif. Hein. On n'en a pas parlé, mais de même que le nom peut avoir un complément du nom, l'adjectif, si vous prenez l'adjectif fier, ici, de son vélo est complément de l'adjectif fier. Il est fier de son vélo. D'accord ? Bon. C'est un point de détail, ça fait partie des fonctions possibles du groupe nominal prépositionnel. Et puis il y a l'attribut du complément d'objet direct. Donc, ils ont jugé cet homme coupable. Alors, là évidemment c'est un peu plus subtil, là aussi ce sont des histoires de prédication, mais on peut l'expliquer de la façon suivante. Vous avez le COD cet homme, ils ont jugé cet homme. Et en fait, la phrase « ils ont jugé cet homme coupable », ça signifie « ils ont estimé que cet homme était coupable ». Ils ont jugé que cet homme était coupable. Mais au fond, c'est ambigu. Hein. On pourrait penser deux choses différentes. On pourrait interpréter, en tirant un peu, encore une fois, l'interprétation au-delà de l'interprétation naturelle, on pourrait imaginer que « coupable » est épithète de homme. Dans ce cas-là, ce serait un homme coupable, on sait qu'il est coupable, et il est jugé à un moment donné. Ils ont jugé cet homme coupable. Bon, c'est un peu bizarre, ce n'est pas du tout la lecture naturelle de cette expression, hein, de cette phrase. Mais si je dis « ils ont jugé cet homme coupable » au sens de « ils ont jugé que cet homme était coupable », j'ai donc cet homme qui est COD de juger, est coupable, donc a cette fonction d'être un attribut de... Ça veut dire cet homme est coupable. Dans la relation attributive, il y a toujours une espèce de verbe être apparent. Quand je dis cet homme est coupable, là le verbe être il apparaît, mais il peut être plus ou moins sous-jacent. Hein. Cet homme est coupable. Ils ont jugé que cet homme était coupable, donc coupable, attribut du COD homme. Un autre exemple du même genre où on voit bien cette ambiguïté,
elle a cru l'enfant malade. Elle a cru l'enfant malade. Hein? Soit vous interprétez malade comme épithète de l'enfant, c'est-à-dire il y a un enfant malade, elle l'a cru. D'accord? Soit vous interprétez, elle a cru que l'enfant était malade. Dans ce cas-là, malade est attribut du COD enfant. Elle a cru l'enfant, première prédication, et l'enfant est malade, deuxième prédication, malade, attribut du COD enfant. D'accord? Dans un cas, vous allez pronominaliser en disant elle l'a cru, et dans l'autre cas, vous allez pronominaliser en disant elle l'a cru malade. De même que là, ils ont jugé cet homme coupable, soit vous dites ils l'ont jugé coupable, dans ce cas-là, coupable est attribut du COD, mais si vous dites ils l'ont jugé, c'est-à-dire c'est un homme coupable et ils l'ont jugé, dans ce cas-là, coupable est épithète de homme. Bon, alors évidemment, ils l'ont avec coupable, c'est vraiment tiré par les cheveux l'interprétation, mais imaginez, ils ont jugé cet homme effrayant. Vous voyez? On aurait, il y a un homme effrayant et il a été jugé. Là, effrayant est épithète. Mais si ils ont jugé, si la phrase signifie ils ont jugé que cet homme était effrayant, dans ce cas-là, effrayant va être attribut du COD cet homme. D'accord? De même pour le groupe nominal, ils ont élu cet homme président. Président est attribut du COD cet homme. Ils l'ont élu président. Ça va? Alors, maintenant les pronoms. Bon, alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur les pronoms, hein, mais simplement en termes d'identification, puisque là on est quand même juste sur les questions d'initiation au métalangage grammatical, donc de reconnaissance du pronom, c'est assez facile parce que donc, les pronoms on les trouve dans la conjugaison, donc c'est assez facile à repérer. Bon, il y a juste la forme le, la qui est un peu délicate parce que ça peut être un article, donc il est vrai que, en tout cas en français langue maternelle, les élèves se trompent parfois avec ce type de pronom. Bon, on pourrait parler, évidemment, ce qui est intéressant dans le cas des pronoms, c'est la différence entre les pronoms comme je et tu, le pronom de première et deuxième personne, et puis le pronom du type il. Parce que, vous le savez, je, tu sont des déictiques, alors que il, c'est vraiment la personne dont on parle. Hein. Quand je dis je désigne forcément le mot je. Qu'est-ce qu'il code comme information? Il code que ça renvoie à la personne qui dit « je » au moment où il le dit. Comme, vous voyez, c'est la même famille que les mots « ici »,« maintenant ». Par exemple, si je dis « je fais cours en ce moment aux étudiants de master », c'est la même chose que de dire que si quelqu'un d'autre disait « tiens, Philippe Monneret fait cours en ce moment aux étudiants de master ». Mais là, même si les deux phrases renvoient à la même réalité, il n'y a que le « je » qui permet que ça renvoie à moi-même pendant que je le dis. Bon, je ne veux pas insister, si ça vous intéresse, vous irez voir sur le site du Collège de France, il y a un très beau cours, j'en ai parlé ce matin aux étudiants de licence, c'est pour ça que j'y pense, il y a un très beau cours de François Recanati qui a la chaire de philosophie du langage au Collège de France sur la première personne. Hein. Donc l'année dernière, c'était son cours de l'année dernière. C'est tout à fait passionnant et très très accessible, donc tout au moins les premiers cours, qui sont linguistiques en particulier. Le tout premier, qui a une remarquable introduction à la notion d'indexicalité, etc. Mais bon, passons, ça va nous faire perdre du temps. Donc la caractéristique des pronoms en français, c'est que, enfin en français, pas seulement en français d'ailleurs, dans beaucoup de langues romanes, ce sont des mots qui gardent un peu une trace de la déclinaison. Parce qu'en fait, vous voyez, ils changent en fonction de leur fonction. Hein. C'est-à-dire le « je », il a la forme « je » quand il est sujet, mais il a la forme « me » quand il est COD. Le « il a la forme « il » quand il est sujet, il a la forme « le » quand il est COD, il a la forme « lui » quand il est COI. Bref, donc là, c'est un peu particulier parce qu'en français, on a très peu ça, hein, contrairement à plein de langues du monde où
dès qu'on change de fonction, il y a une déclinaison avec le mot. En russe, bon, en latin, bon, bref, dans beaucoup de langues du monde, il y a des déclinaisons. Le français a perdu peu à peu ces déclinaisons. En ancien français, il n'en restait plus que deux, le carré sujet, le carré régime. Puis en français moderne, il n'y en a plus. Mais il reste une trace dans les pronoms, où au fond, il y a une variation, tout au moins pour les pronoms de première personne, parce que vous voyez, à partir de la deuxième, de la personne 3, pardon, la personne 4, là, nous, personne 5, vous, il n'y a plus de variation. Voilà, donc je vais dire peut-être un petit mot quand même des autres types de pronoms. Les pronoms possessifs, hein. Prête-moi ton livre, j'ai oublié le mien, donc c'est le mien, le tien, etc. Vous voyez qu'en français, ils sont formés à partir des mêmes... le mien, le tien, ça rappelle évidemment mon, ton, etc. Il y a une même structure. C'est pas vraiment un morphème, le M, le T tout seul, hein, mais j'appellerais ça un submorphème, hein, dans une certaine terminologie, mais qui n'est pas la terminologie grammaticale usuelle. Bon, il y a notre et nôtre aussi, vous voyez une petite particularité, donc on distingue en fait le déterminant possessif « j'aime notre maison » du pronom possessif « cette maison est la nôtre ». Vous voyez, donc il y a un « O » ouvert, « notre maison », cette maison est la nôtre, pour le pronom. Alors aujourd'hui, il y a une tendance, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le français, enfin je dis ça peut-être surtout pour les francophones natifs, qui sont là depuis longtemps en France, mais il y a une tendance à la fermeture du haut, du déterminant. On entend beaucoup « notre maison » au lieu de « notre maison ». Hein. Vous écouterez, on entend beaucoup ça à la radio. Mais bon, peu importe, ça ne change rien à la distinction des deux catégories de mots. Vous avez aussi des pronoms démonstratifs. Hein. Merci pour ce livre, c'est celui que je voulais, donc au masculin celui, ce, au féminin celle, celles que je voulais, celles qui sont d'accord signeront le document, et puis il y a le neutre, ce, hein, il y a du neutre quand même, en français il n'y a pas beaucoup de formes neutres, mais il y a au moins le C, apostrophe, ce, le temps c'est de l'argent, être libre, ce n'est pas pouvoir faire ce que l'on veut, etc. Et puis il y a les formes composées, celui-ci, celui-là, d'accord ? Je rappelle la distinction qu'on a déjà vue pour les déterminants, hein, entre les emplois anaphoriques et les emplois déictiques. Anaphoriques, cataphoriques, hein, qui vont ensemble, et puis les emplois déictiques qui réfèrent à la situation d'énonciation. Pronoms indéfinis, vous voyez, toute cette série des pronoms est tout à fait parallèle à la série des déterminants. Hein. Quantité nulle, personne, rien, aucun, personne n'est venu. Vous voyez la différence entre, par exemple, aucun étudiant n'est absent, avec aucun n'est absent. D'accord ? Quand je dis aucun étudiant n'est absent, aucun est un déterminant. Si je dis aucun n'est absent, aucun est un pronom. Voilà. De la même manière que on a la quantité partielle ou vague pour les déterminants, on l'a aussi pour les pronoms. Certains, plusieurs, quelques-uns. Et puis, quantité totale, hein, chacun, tous, tout a été prévu. Bonjour. Alors, il reste les pronoms interrogatifs. Donc, alors là, évidemment, les pronoms interrogatifs, ils ont la même forme que les relatifs, hein, c'est les mêmes pronoms, enfin, sont les mêmes signifiants qui sont utilisés. Et puis, on a des fonctions variées pour les pronoms interrogatifs, fonction sujet qui est là, attribut, qui êtes-vous, COD, que faites-vous, COI, à quoi penses-tu. Et enfin, les pronoms relatifs. Alors ça, on reverra, j'en reparlerai plus en détail lorsqu'on parlera des subordonnées relatives, mais on peut dire dès maintenant que les pronoms relatifs, puisque ce sont des pronoms comme tous les autres, les pronoms,
ils ont un référent, hein, que ce soit quelque chose dont on a parlé avant, quelque chose qu'on désigne, ou alors une généralité. Hein. Quand je dis qui dort dîne, c'est n'importe qui. Ça ne veut pas dire que ça ne réfère à rien du tout, ça réfère à quelque chose. Donc le pronom relatif, il a forcément, du coup, en tant que pronom, il a une fonction. D'accord ? Alors, dans les formes du pronom relatif, vous avez les formes latines, enfin les formes qui viennent du latin, qui sont traduites, qui sont les résultats de l'évolution du latin, qui, que, quoi, dont, où, qui a quiconque aussi, qui sont directement dérivées du latin. Et puis il y a des formes composées qui en fait ont été créées en français, qui ne viennent pas du latin, lequel, laquelle, qui servent dans certains cas. Je vous en ai déjà parlé un petit peu, il me semble, la dernière fois, enfin lors d'un cours précédent, quand je vous avais fait remarquer, ouais, c'était à propos des noms et des caractéristiques, enfin de la distinction entre les noms animés et non animés. Je vous avais dit que le pronom qui, par exemple, a une contrainte une contrainte d'emploi en fonction du caractère animé ou non animé. Donc, par exemple, si vous dites la personne à qui je pense, d'accord, ça marche, parce que c'est le référent de qui est animé, humain. Mais si vous, au lieu de penser à une personne, vous pensez à un livre, en français, vous ne pouvez pas dire le livre à qui je pense. Ça ne marche pas. Du coup, vous êtes obligé de dire auquel. C'est à ça que servent ces formes. Alors, elles servent aussi quand on peut avoir une ambiguïté entre quand vous avez une reprise avec un pronom qui, et il y a un risque d'ambiguïté sur l'antécédent. Hein? Par exemple, s'il y a un antécédent masculin, un antécédent féminin, vous pouvez utiliser lequel ou laquelle pour lever l'ambiguïté sur l'antécédent du qui. Je n'ai pas pris d'exemple là, mais enfin bon. Et ensuite, vous avez, comme pour les pronoms personnels, une variation des formes du pronom relatif selon ses fonctions. Hein, donc le qui, c'est le pronom sujet. On a dit tout à l'heure la personne à qui je pense, donc qui peut avoir d'autres fonctions que la fonction sujet. Là, ce sont juste des illustrations. Complément du nom, le pronom dont, vous voyez, la voiture dont le moteur est en panne. Le dont, il inclut la préposition de. C'est le moteur de la voiture. Donc, le dont, là, il intègre la préposition de, et ce qui fait qu'il est de fonction complément du nom moteur. Le moteur de la voiture. Hein, la voiture dont le moteur est en panne. Attribut, l'excellent architecte qu'elle est, donc elle est que, c'est-à-dire excellent architecte. Donc le pronom relatif, il a un antécédent, comme tous les pronoms, et il a une fonction, comme tous les pronoms. Le professeur que je connais s'appelle Monsieur Pierre, donc ici, SCOD de connaît. COI, les personnes dont je parle sont italiennes, donc là, je parle de ces personnes, encore le dont qui inclut un de, mais cette fois-ci avec la fonction COI. Complément circonstanciel, le temple où nous sommes. Complément prépositionnel, elle n'a pas de quoi dessiner. Bon, ça c'est. Et puis complément d'agent, le professeur de piano par qui j'ai été formé. Ah oui, l'ambiguïté, voilà, j'avais donné un exemple, pardon, je n'avais pas vu un instrument de l'éducation publique, laquelle, heureusement, en ce temps-là, se gardait de nous enseigner à aimer. D'accord ? Si vous mettez qui à la place de laquelle, ben vous ne savez pas si l'antécédent, c'est l'éducation publique ou l'instrument. Hein. Donc, laquelle peut lever cette ambiguïté. Oui, pardon. Qu'est-ce qu'un complément d'agent ? Alors, complément d'agent, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, c'est quand vous avez un verbe au passif. Hein. Le chat mange la souris est mangée par le chat. D'accord ?
Je n'en ai pas parlé parce qu'on en est resté à l'essentiel dans le groupe verbal. Je ne sais plus, il me semble que j'en dis peut-être un mot après, puisque là on parle des natures de mots, donc on va forcément parler du verbe à un moment donné. Peut-être que j'en dis un mot à ce moment-là, mais vous faites bien de me poser la question. C'est une fonction, bien sûr, possible à l'intérieur du... une fonction qui correspond à un emploi du verbe, au passif, donc à la forme passive. C'est le par qui remplace... donc j'ai été formé par ce professeur, ça veut dire ce professeur m'a formé. Le professeur m'a formé, j'ai été formé par le professeur. Alors il reste un cas un peu spécial qui est le cas des pronoms adverbiaux en et i. Donc là, ce sont des pronoms un peu particuliers, on les dit adverbiaux parce qu'ils ont souvent des fonctions adverbiales, donc c'est-à-dire des fonctions que peuvent avoir des adverbes, mais c'est un peu limitatif, c'est-à-dire c'est juste qu'ils peuvent être compléments circonstanciels. Et simplement leur particularité, c'est qu'ils intègrent une préposition. Un peu comme don, dont on a parlé tout à l'heure. Alors, c'est plus facile avec en, parce que en intègre toujours la préposition de. Par exemple, elle a fait un beau voyage en Afrique, elle en parle souvent. Donc, elle parle de son voyage en Afrique. Le en remplace de son voyage en Afrique. Donc le en inclut la préposition de. En revanche, le i, écrit y, donc, peut intégrer plusieurs sortes de prépositions. Ça peut être dans, ça peut être à. Donc nous y allons demain, à Venise, donc là le i intègre la préposition à. Elle travaille dans cette ville. Elle y travaille depuis longtemps, donc là c'est la préposition dans qui est incluse. Il y a la préposition en. Alors attention, ce n'est pas la même chose la préposition en et le pronom adverbial. Nous allons en Italie demain, nous y allons demain. Le en préposition, évidemment, il n'a pas d'antécédent, rien du tout. Alors que le en pronom, vous voyez bien, elle en revient, elle en parle, elle revient de quelque part, elle parle de quelque chose. Bon, je passe sur les petites remarques de détail pour aller au verbe. Alors, dans le cas du verbe, alors là on va vraiment se limiter à très peu de choses parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais en termes purement descriptifs, il y a la question de la conjugaison du verbe, qui est une question donc de morphologie, et qui fait partie, bien sûr, de l'enseignement grammatical. On voit parfois dans les classes une espèce de distinction intuitive que font les professeurs entre des leçons de conjugaison et des leçons de grammaire, comme si la conjugaison, ce n'était pas de la grammaire. Ben, si, c'est de la morphologie, ça fait partie de la grammaire. Donc, quand on analyse les formes verbales, parce que les formes verbales, évidemment, elles se caractérisent par leur grande variation morphologique dans leur désinence. Donc il faut savoir distinguer le radical de la désinence. Et puis dans la désinence, il peut y avoir plusieurs parties. Il y a des désinences qui sont composées de morphèmes qui marquent le temps, la personne, le mode. Par exemple, dans « il chantait », vous avez au pluriel, il chantait AIENT. Dans AIENT, vous avez une marque de temps AI, que vous retrouvez dans « je chantais »,« il chantait », etc. Puis vous avez ENT, qu'on retrouve au présent, « il chante ENT ». Donc, parfois, certains morphèmes de temps, certaines, disons, désinences qui s'ajoutent au radical, comportent plusieurs morphèmes. Bon, ça, évidemment, ce n'est pas une connaissance qu'on enseigne explicitement, mais c'est bien que les professeurs le sachent.
Donc, beaucoup de verbes se conjuguent sur un seul radical, hein, sur le mode de chanter, vous avez chante, et puis ça ne change jamais. Il y a CHANT, et ensuite vous faites varier tous les morphèmes que vous voulez, ça marche tout le temps. Mais il y a toutes sortes de complications en français qui viennent de l'histoire de la langue, et vous avez des verbes à deux radicaux, par exemple lire, vous avez le radical li, li dans je lis, tu lis, et le radical lis dans nous lisons, vous lisez. Il y a des verbes à trois radicaux, à quatre radicaux, hein, et puis les auxiliaires, être ou avoir, donc sont des verbes qui ont beaucoup de radicaux. Donc vous remarquerez que, en fait, les verbes qui ont maintenu beaucoup de radicaux en français sont des verbes très fréquents, parce que si ce n'était pas des verbes fréquents, ils se seraient simplifiés au cours du temps. Mais comme ce sont des formes assez fréquentes, elles ne se sont pas simplifiées et elles restent plus compliquées. Donc évidemment, dans l'apprentissage des conjugaisons du verbe, il faut réserver ces verbes qui ont beaucoup de radicaux à plus tard, une fois que les désinences pour les verbes qui ont un seul radical sont bien maîtrisées. Et là, on peut ensuite introduire des verbes à deux ou trois radicaux. Alors, sauf que, évidemment, les verbes comme être ou avoir, on les apprend séparément, hein, je veux dire, pour eux-mêmes. On les enseigne, je veux dire, séparément pour eux-mêmes. Bon, il y a le classement des verbes en groupe. Alors, traditionnellement, dans la tradition grammaticale française, on a les verbes du premier groupe, du deuxième groupe, du troisième groupe. En réalité, cette histoire de deuxième groupe, troisième groupe est complètement injustifiée. Ce qui compte, c'est la distinction entre les verbes du premier groupe et tous les autres. Et les verbes du premier groupe, ce sont les plus vivants. Vous voyez, les mots nouveaux qui arrivent dans la langue, comme, je ne sais pas, liker, tweeter, ils sont toujours du premier groupe. On ne s'est jamais posé la question de dire, ah, si on disait liker, ou tweetir, bon, non, ça ne marche pas. La seule disons, construction verbale qui reste vivante, c'est celle des verbes en ER. Alors, il y a une exception, que je me souviens qu'un collègue qui est décédé aujourd'hui disait, c'était pour allunir. Hein, parce que là, et si on avait Mars, on dirait amarcir. Hein, bon, mais ça ne change pas, la règle générale, si vous voulez, que les verbes du premier groupe sont vraiment les verbes fondamentaux. Attention, le verbe aller n'est pas un verbe du premier groupe, hein, bien qu'il se termine en ER, puisque c'est un verbe qui se conjugue d'une façon complètement différente. Alors, voilà, dans les verbes dits du troisième groupe, hein, alors je rappelle quand même que cette distinction entre deuxième groupe et troisième groupe, elle était juste fondée sur le fait que ici on a un participe présent où on a des formes comme en finissant, hein, alors que là on dit en partant, en sachant, en écrivant, donc il y a un participe présent qui a une forme particulière pour les verbes du deuxième groupe, mais ça ne justifie absolument pas de les traiter séparément. Alors sur les modes et les temps, bon, là je donne juste la classification. Évidemment, il y aurait des centaines de choses à dire sur les nuances des temps en français, à l'indicatif et dans toutes sortes d'autres, au subjonctif, etc. Il y a beaucoup de choses à dire, mais simplement si on veut avoir une idée claire de la classification pour des modes et des temps pour identifier les formes verbales. Donc vous avez d'abord ce qu'on appelle, disons, d'abord les modes qu'on appelle non personnels et qui sont aussi non temporels. Alors je vais justifier pourquoi on les appelle non temporels. C'est l'infinitif et les deux participes, aimant, aimer. Si vous avez sur une porte une pancarte « Frappez avant d'entrer », frapper avant d'entrer, c'est valable aussi bien dans le passé, dans le présent que dans le futur. Hein. Ce n'est pas inscrit à un certain moment. C'est pour ça qu'on parle de forme non temporelle. Le participe présent, le participe passé et l'infinitif, en dépit de l'utilisation de présent et passé, là, qui ne veulent absolument rien dire, enfin si, ça veut dire quelque chose, mais pas au niveau du temps, mais au niveau de l'aspect. Hein. Parce que, si vous voulez, ouais, alors, j'explique ça quand même rapidement, bien
que... Oui, je vérifie juste, je ne me souviens plus si j'avais mis une diapositive là-dessus, non. Bon, mais il faut quand même que je vous dise deux mots de ce que c'est que l'aspect par rapport au temps, hein, mais rapidement. Le temps, c'est ce qu'on appelle le temps, comme le présent, l'imparfait, c'est ce qu'on peut appeler un peu plus précisément le temps des époques. C'est-à-dire, quand je dis « je chantais », ça veut dire que l'action de chanter a eu lieu dans le passé. Je chanterai, c'est que l'action de chanter aura lieu dans le futur. Je chante, l'action a lieu dans le présent. D'accord ? Ça, ce sont les époques. Passé, présent, futur. Mais, quand un verbe décrit une action, non seulement ça se produit à un certain moment du temps, passé, présent, futur, mais l'action en elle-même, elle dure toujours un certain temps. Quand on chante, on commence de chanter, on continue de chanter, on finit de chanter. L'action, elle a une durée interne, en plus de la durée externe. Si vous voulez, on peut dire comme ça aussi, la durée interne de l'action et la durée et le temps externe, passé, présent, futur. D'accord ? Eh bien, cette durée interne, que je commence de chanter, je continue de chanter, je finis de chanter, c'est ça qu'on appelle l'aspect, ou le temps aspectuel. Donc il y a le temps des époques et le temps aspectuel. Or, la différence entre infinitif, participe présent, participe passé, c'est une différence d'aspect. Pourquoi ? Parce que quand vous dites chanter à l'infinitif, l'action n'a pas du tout encore commencé, c'est l'idée de chanter en général. Chantant, je suis en train de chanter. Chanter, j'ai chanté. D'accord ? Donc c'est une différence d'aspect, pas du tout une différence de temps. Donc là, quand on dit participe présent, participe passé, c'est extrêmement trompeur. Ça n'a absolument rien à voir avec les époques. Donc, ce ne sont pas des modes temporels, ni le subjonctif. Hein. Quand vous dites je souhaite qu'il vienne, ou si vous dites j'aimerais que le Père Noël existe. Bon, c'est un souhait, d'accord ? Mais un souhait, c'est pas du passé, c'est pas du présent, ça n'existe pas. Et c'est même pas du futur. Quand je dis j'aimerais que le Père Noël existe, avec existe au subjonctif présent, je ne dis pas que le Père Noël va exister dans le futur. Hein. C'est un souhait. C'est pas du tout inscrit dans le temps des époques. Donc, ni le subjonctif, ni les modes quasi nominaux, là, infinitif, participe passé, participe présent, n'indiquent le temps des époques. Il n'y a pas d'époque là-dedans du tout. Le temps des époques, ça n'existe que à l'indicatif. Hein. Donc, vous avez cependant, à l'intérieur de ces modes non temporels, le mode non temporel personnel, parce qu'au subjonctif, vous avez quand même la personne, hein, que je chante, que tu chantes, qu'il chante, alors qu'il n'y a même pas la personne je, tu, il, etc., au participe présent, au participe passé. Or, bon, la personne peut être considérée comme une espèce de petit repère temporel, mais... Donc on va mettre dans les modes temporels le subjonctif et l'impératif, non temporels, hein, qui sont quand même des modes personnels, puisque l'impératif a aussi des personnes, hein, entre, sortez, qu'il sorte, etc. Et le seul mode temporel, c'est l'indicatif. Hein. Il n'y a que à l'indicatif que les mots passé, futur ont vraiment leur sens. Même subjonctif passé, subjonctif présent, ça n'a rien à voir avec le passé ni avec le présent. Hein. Ce sont des pures conventions terminologiques. Voilà, donc là, les modes non personnels se distinguent par l'aspect et les modes personnels se distinguent entre les modes personnels non temporels et temporels. Donc, comme temps de l'indicatif, vous avez le présent, l'imparfait, le futur, le passé simple, le conditionnel présent, pour les formes simples, parce qu'en français, donc, vous avez des formes simples et des formes composées. Hein. Des temps simples, des temps composés. Donc vous avez là les temps simples, et puis les temps composés s'obtiennent simplement en mettant l'auxiliaire, voyez, au temps simple correspondant. Donc j'ai le présent, je chante, le passé composé, j'ai chanté, etc. Okay. Je rappelle aussi que le conditionnel, c'est bien un temps de l'indicatif, c'est pas du tout un mode.
hein. On enseigne ça parfois, mais ce n'est pas un mode, parce que, si vous voulez, les 3 seuls modes qui existent en français, c'est le mode qui regroupe l'infinitif, les participes, ensuite le mode subjonctif, et ensuite le mode indicatif. Il n'y a pas un mode conditionnel à part. Et puis on voit bien que quand vous regardez comment est formé le conditionnel « je chanterai », vous voyez bien qu'il y a une sorte de symétrie entre, vous voyez que le « je chanterai », c'est une espèce de mélange du futur et du passé. Hein. Donc, vous avez la forme, vous avez le R de futur, qu'on a dans « je chanterai AI », mais le AIS de l'imparfait. Donc, vous avez une sorte de parallélisme qui fait que, au fond, le conditionnel, c'est au futur ce que l'imparfait est au passé simple. Hein. Il y a une espèce d'analogie comme ça. Et puis donc, au subjonctif, vous avez une forme dite présent, une forme imparfait, une forme passé plus que parfait. Bon, tout ça est quand même très rare, à part le subjonctif présent. Hein, et puis l'impératif, qui en fait n'est pas vraiment, pour certains linguistes, c'est pas vraiment un mode à part, parce qu'en réalité, l'impératif, ce sont les mêmes formes que le présent. Hein, chante, chantons, chanter, ou que le subjonctif, si on veut. Donc, il n'y a pas de particularité morphologique de l'impératif, hein, c'est une particularité d'emploi. Bien. Alors, je continue un tout petit peu, avant qu'on fasse quand même une pause, parce que tout ça, je me rends bien compte, là, je donne beaucoup d'informations, mais c'est vraiment pour revenir sur des choses qu'on a déjà vues à travers les fonctions, hein, parce que tout ça, on l'a vu un peu à travers les fonctions, enfin, sauf que pour le verbe, par exemple, on ne s'est pas tellement intéressé au mode et au temps, mais bon, c'est quand même des choses que je pense vous connaissez en étant en master. Bon, l'adverbe. Alors, l'adverbe, c'est un mot important, mais en même temps assez insaisissable, hein, une catégorie un peu fourre-tout, comme je l'ai déjà dit, peut-être. Donc, ce qui est important de scruter avec l'adverbe, c'est à quoi il se rapporte, hein, à quoi il est incident. Donc, elle agit fermement. Fermement, c'est un adverbe de manière qui modifie le verbe. Hein. Ça peut être incident ou ça peut se rapporter à un adjectif. Une écriture lisible, une écriture peu lisible. Peu, là, c'est un adverbe qui modifie l'adjectif lisible. Ça peut modifier un autre adverbe. Elle travaille très sérieusement. Donc, vous avez sérieusement qui est un adverbe qui modifie travail, et très qui est un adverbe qui modifie sérieusement. Ça peut être un adverbe qui modifie une phrase, ou qui est incident, ou qui se rapporte à une phrase, quand vous avez un adverbe de fonction complément circonstanciel. Et puis, il y a aussi des adverbes qui sont à un niveau énonciatif, mais qu'on inclut dans la classe des circonstanciels. Par exemple, si vous dites franchement, elle exagère, là, bon, comment on va analyser ça? Vous allez l'analyser comme un complément circonstanciel. Ce n'est pas un problème, on peut l'analyser comme ça. Mais il y a quand même une différence avec un circonstant du type en ce moment elle exagère, c'est que franchement, qu'est-ce que ça qualifie franchement? Ça qualifie rien de l'énoncé. Vous dites elle exagère, mais ça ne dit pas comment elle exagère. Ça dit juste que quand vous dites, ça veut dire quand je dis qu'elle exagère, je suis franc en le disant. Hein. C'est donc une façon de qualifier sa propre énonciation. Bien, c'est tout à fait différent de dire « elle exagère franchement » au sens de « elle exagère beaucoup hein. ». Voilà, donc là, ça peut être un adverbe de type énonciatif. Et puis, par ailleurs, il y a des adverbes plutôt lexicaux, donc comme les adverbes en ment, et des adverbes plutôt grammaticaux, comme « si » ou les adverbes de négation. Hein, si dans « elle est si grande ». D'accord ? Ensuite, vous pouvez classer sémantiquement les adverbes de lieu, de manière, des adverbes interrogatifs, des adverbes d'intensité, et les adverbes de négation. La préposition, bon là, il n'y a pas grand-chose à dire, parce que ce qui est intéressant, enfin, si, bien sûr, il y a toujours des choses à dire, mais pour l'enseignement de la grammaire, ce qui est important, c'est surtout, c'est pas tellement la préposition en elle-même, mais c'est le groupe nominal prépositionnel ou le groupe prépositionnel, parce que
n'y a pas que le groupe, la préposition peut introduire d'autres constituants que le groupe nominal. Mais disons que le prototype du groupe nominal, du groupe prépositionnel, pardon, c'est quand même le groupe nominal prépositionnel. Donc, il peut être. Donc, ce qui est important, encore une fois, de scruter, c'est quelle est la fonction du groupe qui introduit la préposition. Donc, dans le premier exemple, à la voiture de mes parents, la fonction, c'est une fonction complément du nom. La voiture de mes parents, le de introduit un groupe nominal prépositionnel et c'est l'ensemble qui est de fonction complément du nom. Et vous avez toutes les autres fonctions possibles, le complément d'objet indirect, le complément circonstanciel, le complément de l'adjectif. Sur la conjonction, conjonction de coordination, qu'est-ce qui est intéressant dans la conjonction de coordination? Encore une fois, bien sûr, on peut s'interroger sur la coordination elle-même, sur le sens, mais ce qui va nous intéresser, nous, dans une perspective de grammaire scolaire, c'est plutôt, comme on l'a déjà vu un petit peu, en quoi la coordination relie des propositions différentes. Et puis la conjonction de subordination, eh bien, on va la voir lorsqu'on va travailler sur les subordonnés. Alors, à ce stade, donc, voilà toutes les notions qui ont été introduites. Alors, je suis allé vite sur le verbe, il y a beaucoup de choses là sur le verbe, mais on est allé très très vite. Je suis parti du principe que vous connaissiez quand même tout cela. Après, les choses intéressantes, vous voyez, ce serait d'entrer dans les nuances du présent, comment le présent peut avoir toutes sortes de valeurs, des valeurs plutôt descriptives, des valeurs de prospective, rétrospective, etc. Bon, ça, la sémantique des temps et des modes, c'est très intéressant, mais ça, enfin, je n'ai pas le temps d'en parler, tout simplement. Bon, on ne peut pas tout dire. Donc, vous voyez, ça fait quand même beaucoup de choses, et il nous reste maintenant à travailler sur phrases simples et phrases complexes, et donc, c'est ce qu'on va voir juste après la pause, comme étant le dernier point du cours de ce semestre. Alors, je reprends donc sur la question, dernier point du cours, phrases simples et phrases complexes. Bon, vous allez voir, la présentation est assez rapide, il n'y a que, disons, 4 grands cas de figure, et à l'intérieur de chaque cas, il y a quelques subdivisions, mais principalement, ce qu'il faut maîtriser, c'est la distinction entre ces 4 grands types de propositions subordonnées, les complétives, les circonstancielles, les relatives, et celles qui n'ont pas de conjonction de subordination. Donc, il y a toutes sortes de classements possibles des subordonnés, ça, tout le monde n'est pas... Enfin, disons que c'est vraiment une question de présentation. Après, on fait un choix ou un autre qui peut être plus ou moins justifié. Ici, le principe du choix, le principe de la classification, c'est le mot subordonnant, les propriétés du mot subordonnant et sa présence. Donc, le mot subordonnant, c'est ce qu'on appelle le mot subordonnant, c'est le mot qui est nécessaire pour pouvoir insérer la proposition dans une autre proposition. Vous vous souvenez, on l'avait vu, la particularité de la subordination par rapport à la juxtaposition ou la coordination, c'est qu'il y a vraiment une relation d'inclusion d'un type particulier. Une proposition subordonnée, elle est incluse dans ce qu'on appelle la principale. Incluse à un certain endroit, soit à la place du groupe circonstanciel, soit à la place d'un groupe nominal COD, soit à la place d'un groupe sujet, etc. ou d'une expansion nominale. Bon. Donc, pour pouvoir être intégré dans une autre proposition, en français, il y a le besoin, dans beaucoup de cas, d'un outil subordonnant, et dans certains cas un peu marginaux, disons, ce sont des subordonnés qui ne sont pas prototypiques, tellement pas prototypiques que certains linguistes ne les considèrent pas vraiment comme des subordonnés, quand il n'y a pas de conjonction de subordination. Donc, si on laisse de côté pour l'instant les cas où il n'y a pas de conjonction de subordination, quand il y a une conjonction de subordination, il y a donc 3 types. Les subordonnées complétives. Complétives. Dans ce cas, c'est simple, le mot subordonnant, c'est un simple outil grammatical. En général, que, bon, il y a que et si, mais en général, c'est que,
Et par exemple, quand vous dites « je crois qu'il va faire beau », en fait, votre « que » ici, enfin « Q apostrophe » ou « que », ça sert simplement à permettre d'insérer la phrase « il va faire beau » à l'intérieur de « je crois ». Alors, en anglais, par exemple, that, qui est équivalent, hein, I think that, est moins obligatoire. On l'entend très souvent supprimé. En français, on commence un peu. Hein, si vous écoutez les usages contemporains, on commence à entendre des gens qui disent, au lieu de « je crois qu'il va faire beau », « je crois qu'il va faire beau demain ». Ça commence à s'entendre, mais normal, enfin voilà, en principe alors c'est peut-être une imitation de l'anglais, je ne sais pas, il faudrait faire des études sur des corpus oraux plus précis, d'ailleurs il faudrait peut-être que je n'ai pas pensé à regarder dans la grande grammaire du français, mais il y a peut-être des éléments sur cela. Je vous ai parlé de la grande grammaire du français ? Au début peut-être. J'en redis un petit mot parce que c'est quand même c'est une publication récente qui date de, je ne sais plus, il y a 1 an ou 2. C'est un énorme travail, le résultat de, je ne sais plus combien, mais un très grand nombre d'années de travail pour aboutir à une description du français basée sur toutes sortes de corpus, écrits, oraux, etc. Ça s'appelle la grande grammaire du français. Les auteurs principaux sont Abbayer et Godard. Et Anne Abbayer et comment elle s'appelle, Godard, je ne me souviens plus, Daniel Godard. Et donc, il y a une version en ligne, vous pouvez le tester, on peut la tester gratuitement en ligne pendant un certain temps. Et il y a vraiment des descriptions très complètes. C'est ce qu'on fait de mieux comme grammaire descriptive de l'état actuel du français aujourd'hui. Hein, c'est vraiment ce qu'il y a de plus complet. Bref. Je referme la parenthèse. Donc, c'est typiquement dans une grammaire de ce type-là qu'on pourrait aller vérifier si les auteurs ont repéré cette espèce de possibilité de faire disparaître la conjonction de subordination. Mais dans les usages, si vous voulez, standards, à l'écrit, en tout cas, ce « que » est obligatoire. Et il permet, justement, il ne sert à rien d'autre qu'à permettre l'insertion de la subordonnée dans ce qu'on appelle la principale. C'est-à-dire, la principale, c'est quoi ici? C'est « je crois quelque chose ». Vous avez un COD, « je crois » et un COD. Par exemple, « je crois ces paroles » ou « je crois n'importe quoi »,« je crois Pierre », enfin, peu importe. Vous avez le COD du verbe « croire ». Et là, au lieu d'avoir un groupe nominal, par exemple, comme COD, vous avez une proposition. Donc là, la proposition subordonnée complétive, elle est insérée à l'intérieur du slot COD, si vous voulez, hein, dans l'endroit où normalement on met le COD. Simplement, si on admet qu'à l'écrit on ne va pas trouver « je crois, il va faire beau », on a besoin de ce « que » pour intégrer la subordonnée. Mais la subordonnée elle-même, elle est totalement complète sans le « que ». Hein. La proposition subordonnée elle-même, c'est « il va faire beau ». C'est complet, « il va faire beau ». D'accord ? Donc le « que » n'a pas de fonction. C'est un pur outil grammatical qui sert à insérer la fonction, la proposition dans la principale. Dans les circonstanciels, on a aussi une conjonction de subordination qui introduit la proposition, mais là, en revanche, il y a une information sémantique dans la conjonction. Alors que le que, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire que? Ça veut rien dire du tout. Hein. Enfin, bon, il y a un sens très abstrait, etc., qu'on peut distinguer d'autres, mais le que, donc je crois qu'il fait beau, je pense que tu as tort, etc., il ne varie pas de sens, c'est une espèce de pur outil grammatical. En revanche, dans la subordonnée circonstancielle, vous allez avoir des conjonctions du type quand, parce que, puisque. Donc là, ce sont bien des conjonctions de subordination, comme le que. Mais il y a une grande différence, c'est que quand je dis quand, ben, en général, c'est une temporelle. Quand je dis parce que, ça va être une causale. Donc, dans le cas de la circonstancielle, l'outil subordonnant, il donne une information sur le lien sémantique entre la subordonnée et la principale.
ça me dit quel est le lien. Si je dis par exemple, qu'est-ce que j'ai donné comme exemple? Je sortirai quand tu auras fini. Ben, là aussi, tu auras fini, le quand n'a pas de fonction. Hein. C'est comme tout à l'heure. Tu auras fini. Bon, même si le temps n'est pas, il faudrait changer le temps. Si tu auras fini, bon, c'est une proposition qui est complète. Et donc, elle est dans une certaine relation avec je sortirai. Et cette relation, c'est une relation temporelle. D'accord? Ici. Je sors parce que j'ai envie de prendre l'air. Il y a je sors plus une information circonstancielle, hein, plus un groupe circonstanciel X. Et la position du groupe circonstanciel, elle est occupée par cette subordonnée, parce que j'ai envie de prendre l'air. J'ai envie de prendre l'air, c'est complet. Je n'ai pas besoin du parce que. Le parce que n'a pas de fonction. Il ne sert qu'à insérer la subordonnée à l'intérieur comme en position complément circonstancielle, mais certes, ça n'a pas de fonction comme le que de tout à l'heure, mais il y a une différence avec le que de tout à l'heure, c'est que ça donne une indication de cause, au même titre que le quand donnait tout à l'heure une indication de temps. Alors, cette propriété de ne pas avoir de fonction, c'est ce qui va distinguer les conjonctives, les complétives et les circonstancielles des relatives. Parce que dans les relatives, on l'a vu tout à l'heure avec le pronom relatif, le pronom, lui, il a une fonction. Hein. Donc, quand je dis « l'homme que tu as vu est un ami », là, « tu as vu », c'est pas complet. C'est « tu as vu que », c'est-à-dire « tu as vu l'homme hein ». Donc le que ici est COD de vue, d'accord, de voir. Donc c'est un que d'une nature totalement différente de je pense que tu as raison, d'accord. Parce que je pense que tu as raison, que n'a pas de fonction. Tu as raison, c'est complet. Tu as vu, qu'est-ce que ça veut dire tu as vu hein? Alors, on pourrait dire « tu as vu », point d'exclamation, mais ça veut dire que dans ce cas-là, tu as vu quelque chose. Mais là, dans la phrase, pour qu'elle soit complète, c'est « tu as vu que », tu as vu cet homme, hein, que je pronominalise avec le « que ». « Que » est un pronom relatif à ce moment-là, et il a une fonction. D'accord? Donc, en résumé, si vous me laissez de côté les subordonnées sans conjonction de subordination, vous avez donc ces trois types. La subordonnée complétive, qui est introduite par que ou par si, mais avec un pur outil subordonnant qui n'a pas de sens, qui a un sens purement grammatical. Ensuite, vous avez les circonstancielles qui sont introduites là aussi par une conjonction de subordination, mais cette fois-ci, la conjonction de subordination est porteuse d'une information sémantique sur le lien entre la principale et la subordonnée. Et enfin, les subordonnées relatives où le pronom a une fonction spécifique. Donc voilà, ça vous fait vos trois grands types de subordonnées, c'est quand même extrêmement simple. Alors quand on regarde un peu plus dans le détail, on voit que dans les complétives, il y a deux types. Il y a la conjonctive classique, je crois qu'il va faire beau, et puis il y a la subordonnée interrogative indirecte totale. Alors c'est un peu long comme caractérisation, c'est une subordonnée interrogative. Alors je me demande s'il va faire beau. Donc c'est l'équivalent de si vous transformez hein, je me demande s'il va faire beau ou si vous transformez cette interrogation indirecte en interrogation directe, ça va donner je me demande va-t-il faire beau. D'accord? Donc c'est pour cette raison qu'on parle d'interrogative indirecte. Pourquoi on dit total? C'est la différence entre interrogation totale, à laquelle on répond par oui ou par non, et puis l'interrogation partielle, où on va dire pourquoi, comment, etc. On ne répond pas par oui ou par non. Bien, alors là, c'est bien une interrogation totale, parce que va-t-il faire beau? Bon, on va y répondre. Alors, vous allez me dire, on peut répondre peut-être, mais on peut répondre oui ou non. Hein. Alors que si je dis pourquoi, si je dis quand va-t-il faire beau, pourquoi fera-t-il beau, je ne peux pas répondre par oui ou par non. D'accord. Ensuite, donc, proposition subordonnée, interrogative, indirecte, totale. Bon,
on a donc un si qui n'a pas, alors attention, ce n'est pas du tout le si de l'hypothèse, hein, si j'étais riche, etc. On le verra tout à l'heure. C'est le si qui est simplement le correspondant, vous voyez, de l'interrogation directe. Je me demande, va-t-il faire beau? Je me demande s'il va faire beau. Le se sert juste à introduire la subordonnée avec cette caractéristique qu'il s'agit d'une interrogation indirecte. Donc là, ce sont simplement ici les deux types de complétives. Donc vous voyez, je fais une différence là entre conjonctive et complétive. Ça, c'est très fouillis dans les manuels. Certains vont... Enfin, là, on trouve tout et n'importe quoi. Donc, à un moment donné, il faut fixer la terminologie. Donc là, je donne complétif pour l'ensemble de la conjonctive et subordonnée interrogative indirecte totale. Il ne faut surtout pas croire que complétif, ça veut dire qu'il y ait de fonction complément, ou que conjonctive, ça veut dire toute proposition introduite par une conjonction. Ce sont des choix de dénomination, hein, des choix terminologiques. Alors, les subordonnées sans mots subordonnants, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord typiquement l'infinitive et la participiale. Alors ce sont ces propositions-là que parfois on ne considère même pas comme des subordonnées. J'entends l'oiseau chanter. Alors vous voyez, là il n'y a pas de que, il n'y a pas de si, il n'y a rien. Il n'y a pas de... Pourtant on a quelque chose qui peut-être ressemble à de la subordination dans la mesure où c'est l'équivalent de « j'entends que l'oiseau chante ». Bon. Mais c'est vrai que formellement, on n'a pas de subordonnée à proprement parler, mais dans la tradition grammaticale française, qui est quand même un héritage du latin, on distingue le cas où l'infinitif est construit avec un sujet propre. Par exemple, ici, j'entends l'oiseau chanter, vous avez le verbe entendre, qui a un sujet qui est je, et puis il y a le verbe chanter, dont le sujet ou l'agent, celui ou ce qui chante, c'est l'oiseau ici. D'accord ? Donc on peut dire que le verbe chanter a ce qu'on appelle un sujet propre. C'est totalement différent de j'aime jouer du piano, parce que là, c'est le même je qui aime et qui joue du piano. D'accord ? Là, il n'y a pas de subordonnée infinitive dans j'aime jouer du piano. Mais j'entends l'oiseau chanter, là, effectivement, il y a un sujet propre. Et c'est un peu l'équivalent de j'entends que l'oiseau chante. D'où le fait qu'on étiquette, hein, qu'on classe, qu'on catégorise cette proposition, enfin ce type de construction dans les subordonnées quand même, et dans un type de subordonnée infinitive. Et les participiales, c'est un peu le même genre de choses, le chat partit, les souris dansent. Là, partir, vous voyez, a un sujet spécifique, le chat. Et danse a un sujet spécifique, les souris. Les deux verbes ont chacun leur sujet. Hein. Bon, ça, c'est le cas, le premier grand type de cas, puisque en fait, ces deux types de subordonnés sont vraiment parallèles. Et l'autre cas, c'est celui de la subordonnée interrogative indirecte, mais cette fois-ci partielle. Si vous dites « je me demande qui chante », vous pouvez avoir l'impression que là, il y a bien quelque chose qui est une espèce de conjonction de subordination. Ben non, parce qu'en fait, si vous aviez l'interrogation directe, vous auriez quoi? Qui chante? Qui chante? Je me le demande. Je me demande qui chante. Ben, non. Qui chante, point d'interrogation, il n'y a pas de subordonnée, il n'y a pas de conjonction de subordination. Le qui est un pronom interrogatif. Qui chante? Donc je me demande qui chante, le qui, c'est un pronom interrogatif. Donc il n'y a pas de subordonnée. Hein. Alors c'est ce qui peut justifier d'avoir cette catégorie des subordonnés sans mots subordonnants. Alors maintenant, si on entre un tout petit peu dans les détails, bon là on pourrait s'arrêter là, hein. On a fini l'explication. Maintenant, on peut voir un peu les différentes fonctions, voir un petit peu les détails. Donc la conjonctive, elle peut avoir toutes sortes de fonctions. Hein. Sujet, qu'elle n'ait pas compris me surprend. Attribut du sujet, mon souhait est que vous réussissiez.
COD, bon, je crois que vous avez raison. Complément du verbe impersonnel, il faut que tu partes. Bon, ça, on ne l'a pas vu, mais c'est un complément spécial pour le verbe impersonnel. Mais... Complément du nom, la crainte qu'elle parte m'envahit. Apposition, je ne souhaite qu'une chose, que vous réussissiez. On pourrait mettre une virgule là. Bon, voilà. Hein, donc, ça veut bien dire, quand on parle de complétive, que ça ne signifie pas complément, puisque vous voyez, la complétive, elle peut être de fonction sujet, elle n'est pas du tout forcément de fonction complément. D'accord ? Alors, ensuite, l'interrogative indirecte totale, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein, je vous ai déjà expliqué que je me demande s'il fera beau, c'est la question, c'est équivalent à l'interrogation « fera-t-il beau ?» Et comme je vous le disais aussi, je me demande pourquoi il est parti. Donc dans pourquoi il est parti, vous voyez le pourquoi, ici c'est un adverbe interrogatif. Pourquoi est-il parti? Je me le demande, ce n'est pas une conjonction. Donc là, la subordonnée interrogative indirecte partielle, elle fait partie des propositions sans conjonction de subordination. Les circonstancielles, ben, une fois qu'on les a caractérisées par le fait que, une fois qu'on les a distinguées des complétives, en disant que l'outil de subordination, lui, il a un sens, ce n'est pas le que ou le si de l'interrogative indirecte, eh bien, il suffit de les classer, mais ça, c'est vraiment naïf, enfin, je veux dire, c'est pas compliqué, c'est pas un problème syntaxique, là, c'est un problème purement sémantique. Dans les différentes catégories sémantiques, hein, il y a les conjonctions de temps, les subordonnées circonstancielles de temps, avec quand, comme, lorsque, après que, de cause, parce que, puisque, de conséquences, si bien que, de sorte que, de but, pour que, d'hypothèse, avec le si, cette fois-ci, de l'hypothèse. Hein. Si vous venez, là on n'est plus du tout dans le si interrogatif. Alors attention, hein, il y a au moins 3 si importants en français. Hein. C'est un peu comme le mot que. Il y a le si adverbe, on a vu. Il est si grand qu'il ne passe pas par la porte, par exemple. Il y a le si de l'interrogative indirect. Je me demande si tu viendras demain. Et il y a le si j'étais riche, j'achèterais une nouvelle voiture. Sans compter la note de musique, mais ça c'est tout autre chose. La subordonnée circonstancielle de concession, avec bien que. Alors la concession, c'est intéressant comme type de proposition, c'est un peu plus complexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Je déménagerai demain, bien que la maison ne soit pas achevée. En fait, je l'ai indiqué ici, techniquement, la concession, c'est la non-opérativité d'une cause. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est assez facile à comprendre une fois qu'on explique la chose. C'est que vous avez une cause. Donc, par exemple, ici, c'est l'idée que quand une maison n'est pas achevée, ben, on ne va pas habiter dedans. Il y a une relation de cause à effet. Ou alors, vous êtes intelligent et si vous êtes intelligent, vous réussissez vos examens. D'accord? Enfin, intelligent et travailleur, mais admettons que vous êtes travailleur, soyons pas trop élitistes, vous êtes travailleur, donc vous réussissez à vos examens, ou travailleuse, vous réussissez à vos examens. D'accord? Ça, c'est une relation causale. Je travaille, donc je réussis aux examens. Ok? La concession, c'est dire que il y a quelque chose qui se passe, mais que par rapport à une cause qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire, bien qu'elle soit travailleuse, elle ne réussit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, quelqu'un qui travaille réussit. Donc il y a une cause qui agit, en principe, mais la concession indique la non-opérativité de cette cause. On fait bien allusion à une cause, mais on dit que cette cause qui marche normalement, là en l'occurrence, elle ne fonctionne pas. D'où le bien que.
ou encore que, quoique. La comparaison, bon, ça c'est simple. Alors attention, partout où il y a des comme, il n'y a pas forcément une subordonnée. Hein. Pour qu'il y ait une subordonnée, il faut qu'il y ait un verbe. D'accord ? Si vous dites, je ne sais pas moi, elle est intelligente comme sa mère, là, il n'y a pas de subordonnée. Si vous avez comme sa mère l'était, oui. D'accord ? Il faut, hein, je vous dis ça pour l'examen, que vous ne preniez pas tous les comme pour des introducteurs de subordonnés. Et puis attention, un comme peut aussi... Enfin, toutes ces conjonctions, là je donne des prototypes, hein, des structures prototypiques, mais il faut quand même regarder un peu le sens. Vous pouvez avoir des comme qui indiquent le temps, hein, comme elle arrivait, au moment où elle arrivait. Bien. Comparaison hypothétique, hein, comme si, bon, c'est un cas particulier, on n'est pas obligé de la distinguer, c'est la comparaison. Voilà. Alors, un petit cas particulier, une petite complication, c'est ce qu'on appelle la corrélation. Vous voyez, c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, elle est aussi intelligente que sa mère l'était. Parfois, la subordonnée est en quelque sorte annoncée dans la principale par un mot corrélatif. D'accord ? Alors, on trouve ça dans certaines circonstancielles de conséquence. Il a tant plu que la rivière a débordé. Dans des comparatives, elle est aussi intelligente que sa mère l'était. Dans des causales, elle est d'autant plus déçue qu'elle avait beaucoup travaillé. Voilà, donc là c'est vraiment un cas très particulier, qu'on rencontre quand même, hein, mais qui ne remet pas du tout en question tout le classement des subordonnés, c'est simplement des variations, hein, de certaines circonstancielles. Alors enfin les relatives. Donc les relatives, l'important c'est bien de comprendre que dans le cas des relatives, il y a un pronom, donc il faut toujours essayer de revenir à la phrase avant la relativisation. La femme que tu as vue est une amie, c'est quoi les deux phrases qui ont été fusionnées dans la relative? C'est tu as vu une femme et cette femme est une amie. D'accord? Quand vous avez une relative, il faut essayer de retrouver les deux propositions qui ont été fusionnées. Hein? La femme est une amie, donc cette femme est une amie, et tu as vu cette femme, d'accord? Ou la femme. Donc, ça veut dire, tu as vu la femme est COD. Donc, le que est COD. Tu as vu que, c'est-à-dire la femme. D'accord? Ça, c'est le premier point. Hein. Bien repérer que le pronom relatif a une fonction, trouver sa fonction, et bien distinguer la fonction du pronom relatif, on va le voir dans un instant, de la fonction de la subordonnée relative. Donc, justement, selon leur fonction, on classe, là, les relatives, il y a quand même un petit classement intéressant. On peut distinguer d'abord les relatives adjectives, qui sont soit de fonction épithète, soit de fonction apposition. Donc des relatives adjectives qui sont dans le groupe nominal, hein, ou alors dans la forme étendue du groupe nominal. Comme vous vous souvenez, la position, on a dit que c'était une expansion au groupe nominal. Donc, alors, c'est toujours la même idée. Hein. Quand vous prenez une phrase comme « Les élèves qui avaient bien révisé ont obtenu d'excellentes notes », là, vous avez une relative qui est de fonction épithète. Et donc, comme toute expansion nominale et tout adjectif épithète, hein, ça fonctionne vraiment comme un adjectif épithète, il y a une réduction de l'extension. Du coup, ça veut dire que vous avez une sous-catégorie à l'intérieur de la catégorie générale des élèves, la sous-catégorie des élèves qui avaient bien révisé. D'accord? Mais si vous avez une apposition, les élèves, virgule, qui avaient bien révisé, virgule, ont obtenu d'excellentes notes. Là, ce sont tous les élèves qui ont bien révisé. Donc là, vous voyez, il y a quand même une différence de sens importante, et c'est pour cette raison qu'il faut bien distinguer ces deux types de relatives adjectives. Donc il y a la relative adjective épithète qui restreint l'extension de l'antécédent, et la relative adjective apposée
qui ne restreint pas l'extension de l'antécédent et qui apporte une sorte de description supplémentaire. Voilà. On parle parfois de relatives restrictives et de relatives appositives. Alors maintenant, il y a les fonctions du pronom relatif dans la relative adjective. Bon, ben voilà, hein, on peut avoir la fonction sujet, l'homme qui te parlait, fonction COD, l'homme que tu as vu, fonction COI, l'homme à qui tu parlais à quelqu'un. Fonction COI aussi avec dont, l'homme dont tu parlais, ça veut dire tu parlais de cet homme. Complément du nom, le livre dont cet homme est l'auteur, hein, cet homme est l'auteur de ce livre, là c'est complément du nom auteur, hein, dont est complément du nom auteur. Pronom relatif de fonction complément circonstancielle, le ou, en général il est de fonction complément circonstancielle, sauf si c'est avec un verbe comme aller, etc., où là c'est un COI. Alors ensuite vous avez un autre type de subordonné relatif qui est un peu plus, disons, oui, un peu moins prototypique de la relative, qui sont les relatives dites substantives. Alors l'exemple type, c'est les proverbes du genre « qui veut voyager loin ménage sa monture ». Pourquoi on met une catégorie de relatives à part? Parce que « qui veut voyager loin hein, », c'est le sujet du verbe ménager, donc ça fonctionne comme un nom, comme un groupe nominal. C'est un groupe sujet, c'est le groupe... Dans la phrase « qui veut voyager loin ménage sa monture », vous avez le groupe sujet qui veut voyager loin, et le groupe verbal ménage sa monture. Donc, qui veut voyager loin est l'équivalent d'un groupe nominal. D'où le nom de relative substantive. Alors, ces relatives substantives, elles se caractérisent par le fait que le « qui » n'a pas vraiment d'antécédent explicite, mais c'est un antécédent générique. Ça veut dire quiconque, n'importe qui. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'antécédent. Il n'y a pas d'antécédent au sens où il n'y a pas un groupe nominal antécédent, comme dans l'homme que tu as vu, où là, le que a pour antécédent le groupe nominal l'homme. C'est sûr qu'il n'y a pas d'antécédent explicite dans la phrase, mais sémantiquement, il y a un antécédent qui est un antécédent générique, général. N'importe qui. Hein. Alors, on peut intégrer ce qui, celui qui, dans la substantive, hein. Parce que vous voyez, c'est exactement pareil. Si je dis « qui veut voyager loin ménage sa monture » ou « celui qui veut voyager loin ménage sa monture ». Qui ou celui qui, ça va ensemble. Hein. C'est donc la même analyse. Par contre, ça marche uniquement si le « celui » n'a pas un antécédent dans la phrase. Hein. Voilà. Donc les relatives substantives, elles peuvent avoir, elles aussi, des fonctions diverses. Alors, toutes les fonctions du nom, vous voyez, de même que la relative adjective, elle va être épithète ou apposée, pas attribut en principe, mais disons, voilà, épithète ou apposée. Les relatives substantives, elles peuvent avoir toutes les autres fonctions, hein, les fonctions des groupes nominaux, COD, COI, attribut. Donc ça veut dire que quand vous analysez une relative, les points importants à indiquer sont les suivants. Il y a plus de choses à dire quand on analyse une relative que pour les autres propositions. Hein. Parce que, donc, il faut analyser sa délimitation, donc où elle commence, où elle finit. Ça vaut pour toutes les propositions. Chaque fois que vous analysez une proposition, qu'elle soit conjonctive, circonstancielle ou relative, il faut d'abord dire où elle commence, où elle finit. Hein. Je vous dis ça vraiment matériellement pour l'examen de la semaine prochaine, parce que, je vous l'ai dit déjà avec le contrôle, c'est ça qui m'importe, hein, que vous soyez capable de bien délimiter les groupes. Donc, délimiter la proposition. Identifier la fonction. Alors ça aussi, pour les circonstancielles, au fond, c'est ce qu'il y a de plus facile, parce que les circonstancielles, une fois que vous avez dit que c'est une fonction, une proposition circonstancielle, vous avez donné sa fonction. Le nom, c'est la fonction. Après, il faut juste préciser si c'est une circonstancielle, de cause, de but, de... Hein, voilà. Donc, c'est pareil pour les complétives. On a vu, les complétives, elles peuvent être sujet, COD, etc. Et les relatives aussi. Les relatives, elles peuvent être... on a vu toutes les fonctions qui... Mais ce qui est particulier aux subordonnées relatives, c'est qu'il faut en plus donner l'antécédent du pronom relatif et la fonction du pronom relatif. Donc vous voyez, pour les relatives, il y a l'identification de la fonction de toute la relative
et puis la fonction du pronom lui-même. Hein. Par exemple, donc, dans la phrase précédente, dans les phrases précédentes, là, si je prends l'homme à qui tu parlais, et toute la relative, elle est épithète de homme, hein, puisque là, ce sont toutes des relatives adjectives. Là, ici, elles sont de fonction épithète. D'accord? Donc, l'homme qui te parlait, la fonction de la relative, c'est épithète de homme. Mais ensuite, il faut analyser le qui, hein, qui a pour antécédent homme et qui est sujet de parler. L'homme que tu as vu est épithète de homme, et que a pour antécédent homme et COD de a vu. Hein, d'accord? Donc pour les relatives, à chaque fois, il faut identifier la fonction de la relative et la fonction de l'antécédent. Et puis, bon, bah, l'infinitive, je ne vais pas insister. Simplement, la particularité de l'infinitive, c'est que, bon, on peut contester, encore une fois, je vous disais qu'on peut contester que ce soit vraiment une subordonnée. Quand vous prenez « j'entends l'oiseau chanter », l'oiseau ne peut pas vraiment être considéré comme un sujet, parce que quand vous pronominalisez, ça donne « je l'entends chanter ». Mais quand vous dites « je l'entends chanter », le pronom « le », il est de fonction COD. Sinon, si c'était sujet, on pronominaliserait en disant « j'entends il chanter ». Mais ça ne se prononce pas comme ça. Donc l'oiseau est en fait l'agent du verbe chanter, c'est l'entité qui effectue l'action de chanter, mais grammaticalement, ce n'est pas le sujet. Hein. Bon, alors, voilà, il y a toutes sortes de discussions sur ce point. Il y a beaucoup d'arguments pour dire que ce n'est pas vraiment une subordonnée, mais traditionnellement, on la classe dans cette catégorie, justement parce que ça permet de distinguer le cas de l'infinitif qui a un sujet spécifique du cas de l'infinitif qui n'en a pas de sujet spécifique. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, j'aime jouer du piano, ben, celui qui aime et celui qui joue du piano, c'est le même. Donc vous voyez, c'est pour rendre sensible à la distinction entre j'aime jouer du piano, j'entends l'oiseau chanter. Dans les deux cas, j'ai un verbe conjugué au présent et un infinitif, mais en fait, c'est quand même deux structures complètement différentes. Bon, les participiales et l'interrogative indirecte, partielle, vous voyez, ça n'a rien de particulier, c'est exactement comme les interrogatives directes. Hein. Je me demande qui a fait cela. On n'a pas d'outil subordonnant, puisque le qui est un pronom interrogatif. Bon, vous pourrez lire les diapositives. Alors, j'en arrive à un exercice que vous pourrez faire si vous voulez. Et pour vous entraîner, on n'a pas le temps là de le corriger, mais je vous mettrai le corrigé dans le PowerPoint, comme ça vous pourrez vous entraîner et vérifier avec le corrigé. Et avant donc qu'on se quitte, est-ce que vous avez des fonctions, des questions, hein? Ok, très bien. Eh bien, à lundi alors.